Allô tout le monde, re-bienvenue encore ici à One Soccer. Nous sommes là, Alexandre Gangayuzik, Nilton George, Sofiane Benzaza. Nous sommes le bouclier canadien, épisode 3. Comme toujours, c'est en feu, c'est du hype. Wow! Et puis quand même, cet épisode 3 là, on a punché comme ils disent. Et Comme, ils, ouais. ils nous ont pas Comme la annulé. semaine de Montréal. À Montréal aussi, la dernière semaine, là, il y avait du hype. Là, Ça j'espère que arrête cette pas. semaine, ça va être un peu plus On veut juste parler normal. football. OK. On veut juste parler football. Ouais, on est là, on parle foot canadien en français, comme d'habitude sur le bouclier canadien, mais ouais, surtout, cet épisode, on en a plein de discussions. Dernièrement, il y a bien sûr un grand match qui s'est passé à Montréal, sur le CS Saint-Laurent, l'aventure, mais le plus important, il y a un nouveau sélectionneur canadien, Jesse On Marsh. a un new boss. En Un new plus, il connaît le boss. Montréal. Hein, il a fait l'aventure. Il connaît. Ici, c'est Montréal. Comme il connaît. Ouais, nous au Québec, peut-être que c'était notre deuxième favori parce qu'on était derrière Mauro Biello. Ici, on est habitué à Jesse Marsh. Ça fait longtemps, mais on ne l'a pas oublié. Il y a une bonne réputation. Non. Puis, ouais, hein, Sofiane, nous autres, c'est notre choix, Jesse Marsh. Il fallait convaincre un peu les Anglos que Jesse Marsh était meilleur que Greg Vanek. Ben, c'est ça sur le côté montréalais. Mais c'est pas mal. Non, en termes de choix, c'est un compromis plus qu'acceptable. Sachant qu'il n'a jamais été sélectionneur officiellement, mais pas mal. Pas mal. Ben, on va en discuter, c'est sûr, dans ce troisième épisode. Mais avant qu'on passe à ces sujets-là, bien sûr, la première ligue canadienne, la CPL, on a fait 5 semaines et on voit déjà quelles équipes sont sorties en feu, quelles équipes ils ont peut-être du travail à faire. Nous sommes partis à 2 des clubs qui sont, I guess, les plus hot à ce moment, on peut dire. C'est La Forge, Bobby Smirnotis, ils ont joué contre le CF Montréal la semaine dernière. Ils sont proches du en haut du classement. Alors, on a parlé à Benny Badibanga et puis aussi Atlético Ottawa, le super club, comme ils disent, les Galacticos du CPL. Comment ils vont faire? Ben, pour le moment, ils sont en haut du classement, ils jouent bien, ils n'ont pas encore perdu de match. Ils sont en quart de finale du championnat canadien. Alors, on a décidé d'amener un invité très, très spécial, Balou Tabla aussi. Fait on va passer aux 2 entrevues, commençant avec Betty Badibanga, et puis on va se voir sur l'autre côté. Fait que voilà nos 2 entrevues. Alors, pour notre 3e épisode du Bouclier canadien, nous sommes très fiers d'être ici avec l'attaquant de Forge FC, Betty Badibanga. Benny, merci beaucoup d'être venu sur le show aujourd'hui et j'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, merci pour l'invitation. Et oui, tout va bien de mon côté, merci. Puis, juste pour commencer, bien sûr, le grande histoire maintenant, c'est le début de saison en feu pour Forge FC en coupe. Vous avez bien commencé en championnat canadien, dans la ligue, 3 victoires. Juste pour commencer, c'est quoi un peu le vibe avec l'équipe et qu'est-ce qui est un peu de ton côté, qu'est-ce que tu penses un peu amener à ce début de saison en feu? La vibe de l'équipe, c'est plutôt donner tout ce qu'on a et continuer à aller as far as we can. Donc, on s'est bien préparé pour ça, on le sait. Et donc, on arrive prêt au match et on donne tout ce qu'on a. Et sans ego, c'est l'équipe qui gagne, donc on met le club en premier et on pousse derrière dans le même sens. Donc, ça va mieux et ça va plus directement vers l'objectif qu'on veut tous atteindre. Salut Benny, je regarde, je vois le logo des Tiger Cats là à côté. Là. Est-ce que tu donnes des cours aux punters là, pour savoir comment vraiment frapper loin la balle, le balle de foot là? Donnez-vous des cours de... Il a pas besoin de moi. Pour le public francophone, pour le public francophone, ton arrivée en CPL, c'est comme une surprise quand même, voir un gars qui a passé par Liège, qui a passé par le championnat marocain, je pense, hein, avec Raya, je pense. Exact? Ouais. Exact. Puis, tu étais aussi en pleine saison avec la Louvière en 2e division. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est fait, ces démarches-là? Est-ce que c'est de ton côté que tu cherchais une expérience nord-américaine ou tu as reçu un WhatsApp canadien puis tu as dit quoi? Il joue au foot au Canada?
Bon, c'est un mix des deux. Donc, le football en Europe et en Belgique ne me plaisait plus autant que ça me plaisait dans le temps. Donc, je faisais d'autres choses à côté, j'avais mes affaires de côté, je travaillais aussi dans le mode de la mode, etc. Et mon cousin qui habite à Montréal était en contact avec le T2, notre T2 ici, donc Kit. Et ils ont réussi à avoir une discussion à mon sujet. Et mon cousin m'a appelé, enfin m'a envoyé un message sur WhatsApp, oui, pendant un fashion show d'ailleurs à Paris. Il m'a envoyé un message pour me proposer de venir au Canada. Je lui ai demandé, mais au Canada, il joue au foot? Et il a rigolé. Il a rigolé et il m'a envoyé des vidéos. Et je lui ai dit, ouais, ouais, je regarderai après. Il me dit, non, non, c'est pour voyager demain. Je lui ai dit, mais je suis même pas en Belgique. Parce que moi, ma maison, elle est en Belgique. Et donc mes affaires étaient en Belgique. Pour voyager, je lui ai dit, c'était pas possible. Donc j'ai dit, bon, dommage, hein, c'est pas grave. 5 minutes après, il m'a rappelé pour me dire après-demain. Je lui ai répondu que, en fait, si j'ai bien compris, si je te dis non pour après-demain, tu vas me dire après-demain. Il m'a dit, ouais, c'est ça. J'ai dit, bon, ok. À la fin du show, je rentre, je prends mes affaires et je viens. C'est pour combien de temps? Il m'a dit 1 semaine. Je suis arrivé et depuis, ça fait une bonne semaine là. C'est long, mais c'est une longue semaine, ça. C'est une longue semaine. Est-ce qu'il t'a envoyé des compiles de la fonction Davies et de Jonathan David dire qu'ils vont jouer avec toi là? Il t'a dit qu'il y a Fonzie du Bayern et tout ou par rapport au Canada? Non, du tout. Jonathan David, j'avais déjà joué contre lui en Belgique. Je savais que c'était un bon joueur. Après, ils m'ont envoyé parce que moi, j'aime m'amuser sur le terrain. J'aime quand le ballon bouge, quand ça donne, ça bouge. Le football un peu académique, quoi. On joue au sol et on cherche la faille par le jeu et pas par les prouesses physiques ou quoi, tu vois. Quand j'ai vu, on m'avait envoyé une vidéo d'un match contre Calgary, je crois. Et ils avaient marqué un goal où ils avaient décalé le bloc, centré au deuxième poteau. Je me suis dit que, ouais, il y avait moyen de s'amuser là-bas. Et comme j'ai toujours été attiré par l'Amérique, la MLS, je me suis dit, bon, c'est à côté, allons voir un peu ce qui s'y passe et on verra. En parlant de ce qui se passe, il y a comme une expérience intéressante contre un club mexicain, tout petit club mexicain, là, tout humble, avec des en rouge et blanc, qui s'appelle Chivas. Et vous avez une belle Ouais. expérience en Champions Cup. Tu peux nous raconter ça, juste pour rappeler aux gens. Vous avez perdu en Champions Cup première ronde 5-2 aggregate, donc 2-1, ensuite 3-1 pour Chivas. Tu arrives tout de suite, puis hop, tu joues contre un géant mexicain quand même. Tu peux nous un peu partager ton expérience par rapport à ces deux matchs, ce match aller-retour? Bon, déjà, moi, j'aime pas perdre, donc j'étais pas très content. Mais après, c'est toujours une bonne expérience de jouer contre des bonnes équipes. Et c'était un plaisir. Après, j'aurais aimé les jouer en étant plus préparé, mieux préparé, avoir du rythme de compétition, que ce soit un peu plus réel. Parce qu'eux, ils étaient en pleine compétition. Nous, on était à l'arrêt. On ne sait pas trop ce que ça vaut, en fait, ces matchs-là, en termes de rivalité. Même si, une fois que tu es sur le terrain, tu sens quand il y a un peu plus d'expérience, quand ça va un peu plus vite. Mais tu te dis que tu aurais bien aimé voir avec 2 mois de compétition dans les jambes. Ça aurait peut-être été autre chose. Mais après, voyager et partager avec d'autres cultures notre passion commune, c'est toujours un plaisir. Donc, on va dire une expérience positive. Positive. Ouais. Quand j'ai pas la victoire, moi, je suis pas 100% satisfait. Mais bon, c'était plus de 50% de positivité. Donc, on va dire OK. Je suppose d'un côté, Benny, genre, vous pouvez dire aussi que ce moment-ci contre Chivas vous a préparé en tant qu'équipe pour le défi en championnat canadien. Et bien sûr, cette semaine, c'était la grande histoire, le Forge FC qui accueille le CF Montréal pour une 4e année de suite. Juste pour un peu commencer, est-ce que, genre, le premier match, vous avez fait un 1-1, c'était un bon match. Le match était là, gagné à la fin. Noah Jensen a eu une grosse chance. Il y a eu des arrêts. I guess tu peux un peu décrire la performance que vous avez eue, maintenant vos ambitions que vous allez à Montréal pour le deuxième match. Et juste aussi, parce que je suis un peu curieux, la foule.
15 000 personnes, la majorité des enfants. Est-ce que tu as joué dans un match similaire à ceci dans ta carrière? Bon, d'abord, je vais parler de la foule. Quand tu joues des matchs avec un public, c'est toujours si tu arrives à t'imprégner de l'énergie qui vient des stands, des gradins, ça t'aide, ça te pousse, tu vois. Donc c'est toujours quelque chose d'agréable. Après, que ce soit des enfants, des hommes, des femmes, quand il y a du bruit et que c'est positif, ça t'aide toujours, tu vois. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc c'était bien. Après, personnellement, j'ai déjà fait des plus gros stades, donc ça me dérange pas ou mais c'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui regardent le match. Après, quand tu es entre les lignes du terrain, c'est toi et ton football, hein. À titre personnel, tu es un joueur Ouais. assez polyvalent. On voit, là, tu Ouais, peux jouer sur les deux ailes, tu peux être milieu de terrain. Tu as quand même une belle affinité là, dernièrement, là, depuis le milieu de la saison passée, puis là, cette saison avec Chouanière, avec Borges. Pour les fans ici au Canada, souvent on se demande, c'est plus que toi, tu es allé en Belgique, toi aussi, Tristan aussi. Borges est allé faire une petite tournée aussi en Belgique. Le niveau KNPL là, par rapport à quand tu joues contre Montréal ou quand tu joues contre Chivas, tout ça, et comment tu pourrais le qualifier? Là, si la fameuse question européenne là, que quelqu'un va te poser et dit c'est quoi KNPL? Est-ce que c'est national ou c'est mieux que ça? Là? Serais-tu capable de nous donner des indices au niveau technique et compétitivité? Technique, ils ont rien, les Mexicains, donc Chivas, n'ont rien à nous envier. Tactiquement non plus, ce que j'ai remarqué chez eux, c'est leur grinta. Ils ont beaucoup de, ils sont vifs à la réaction. Ils ont l'esprit mexicain, comme on va dire les boxeurs, quoi. Ils reculent pas. Ils vont vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et ils savent bien gérer. Bon, ça se voit. En fait, quand c'est un grand club, tu le sens directement, tu vois. Je suis passé par des grands clubs, je suis passé par des plus petits clubs, et l'aura d'un grand club, tu la sens directement quand tu montes sur le terrain. Maintenant, il y a des gens que ça impressionne, d'autres pas, mais en tout cas, je le sens, quoi. J'arrive à le sentir quand j'arrive quelque part. Maintenant, par rapport à Montréal, en général, moi, ça c'est à titre personnel. Quand j'arrive, j'essaie d'apporter ma différence. Parce que si je suis là, c'est que j'apporte quelque chose de différent. Donc j'arrive. On m'avait dit aussi que en CPL, personne n'avait gagné la finale à domicile, des choses comme ça. Les stats, comme j'ai dit, c'est comme les supporters avec un peu moins d'importance pour moi, dans ma vision du football, où c'est bien, tu peux les avoir en tête si ça t'aide, mais quand tu es entre les lignes, c'est toi et ton football. C'est 11 contre 11 et on joue. Moi, la semaine passée, je jouais contre des gens en bleu, et j'ai fait mon maximum, et voilà. Après, ils étaient bons, on n'était pas mauvais, on a eu des occasions, ils en ont eu. C'était un bon match de football, quoi. Je me mets pas de pression en me disant je joue contre un tel ou un tel. Non, c'est pas, j'ai pas été formé comme ça ni éduqué comme ça et puis ça. Je pense que pour ma façon de jouer, pour me sentir aussi libre, c'est mieux que je continue de cette façon-là. En restant sur le thème de Montréal, il y a une belle chimie entre toi et un Montréalais du nom de famille Chouanière. En attaque, ça se passe très bien. Comment est-ce que tu nous expliques cette chimie, cette connexion? Ça s'est fait automatiquement, naturellement, ou c'était un travail qu'il fallait faire pour avoir une belle chimie entre les deux? Euh, c'est pas qu'avec Chouanière, hein, c'est même avec mes neufs, que ce soit Tristan ou Hamilton, que ce soit Bex derrière moi, Daniel aussi derrière moi à gauche ou Borges. C'est déjà on parle le même football. Il y a des gens qui ont des affinités footballistiques et on a réussi à créer une alchimie. Même quand Noah monte sur le terrain, à un moment, je suis coincé entre trois joueurs et il sait où demander la balle pour demander un 1-2. Il sait comment la sortir avec Bex qui s'est décalé sur la ligne et puis on ressort le ballon. En fait, c'est l'entraînement déjà, le système du coach et puis des discussions entre nous. On se dit aussi comment on aime recevoir le ballon. Par exemple, sans parler de Montréal, contre Montréal, c'était le match avant, je crois, contre York.
il y a un moment où le troisième goal, quand je pars en contre-attaque, je peux choisir de prendre mon 1 contre 1 et frapper au goal, mais arrivé à ma troisième touche, Borges crie dans mon dos. Et il sait et je sais que quand il crie, c'est qu'il arrive libre et que je dois lui mettre la balle sur son pied gauche. En fait, il crie pour que je puisse savoir le situer, savoir où il est. Donc quand il commence à crier, je m'arrête et je reste vers l'extérieur du goal pour que le défenseur soit sur moi et que lui, il ait un angle de frappe au goal. Mais j'ai cet automatisme-là avec lui, j'ai cet automatisme-là avec Bex, j'en ai d'autres quand je rentre dans le jeu avec David. On essaye de s'entendre au mieux possible pour que tout le monde puisse s'amuser. Il y a de la place pour tout le monde, on est 11, donc 11 plus le banc et ceux qui sont à la maison, donc on essaie de faire de la place pour tout le monde. Parfait. I guess juste, Benny, je suis un dernier pour nous avant qu'on te laisse partir. Merci beaucoup encore pour avoir pris le temps. Je suis juste curieux. La finale 2023, c'est genre Cavalry a marqué, genre 100e minute, Ali Moussi marque, c'est 1-0, temps extra. Tout d'un coup, toi, tu marques un très beau but. Ça va lucarne. Et puis Tristan Borges, l'Olympico, il marque d'un coup de pied arrêté d'un coin. Juste, est-ce que tu peux décrire cette situation-là, ton but, et juste la mentalité de Forge, que dans un moment comme ceci, ça semblait que vous n'avez pas, genre, vous avez grandi à l'occasion et cette mentalité-là. Mais quelle finale! Quelle finale! C'était fou, là. Quand je parlais de l'aura d'un club, c'est de ça que je parlais. Tu vois, c'est comme par exemple hier, sans nous comparer chacun à nos niveaux, hein, mais le Real Madrid, quand il encaisse, il baisse pas la tête. Tu vois. Eux, ils disent ah, ok, on va voir. Tu vois. Et quand on a encaissé, moi, aujourd'hui, maintenant, c'est facile de le dire, mais le matin déjà du match, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Quand j'ai fait le maillot, j'avais écrit en dessous de mon maillot, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et je me mettais dans ma tête, je me mettais dans cet état d'esprit où il va se passer quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, je vais faire quelque chose dans ce match-là. Maintenant, si ça n'arrive pas, c'est le choix de Dieu. Et ça, je le laisse à lui. Quand j'ai reçu le ballon, là, on m'a posé la question encore hier d'ailleurs. À la base, je devais être dans la boîte, je devais être dans le rectangle, mais j'ai eu des crampes à ce moment-là. Et au moment où j'ai eu les crampes, je vois Bex qui touche le ballon pour jouer vite et il me la donne. Et quand il me la donne, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Après, moi, il peut se passer mille et une choses, que ce soit dans ma vie, en dehors du terrain, à gauche, à droite. Une fois que je touche le ballon, c'est lui et moi. Quand le ballon il est arrivé, les crampes elles sont parties tout d'un coup. Et j'ai levé la tête et j'ai vu le gardien qui était au premier poteau. Et si vous regardez la vidéo maintenant que je vais vous expliquer, vous allez voir en fait tout ce dont à quoi je pensais. Quand j'ai levé la tête, je l'ai vu au premier poteau. Je me suis dit non, il veut me tester en fait. Tu sais, des fois les gardiens ils se mettent dans un angle comme ça, ils te forcent à tirer de l'autre côté. Et je croyais que c'était ce qu'il faisait. Mais une fois que j'ai vu que son numéro 6, excusez-moi, je connais pas les noms, je suis nouveau. Le numéro 6, il est rentré au deuxième poteau. J'ai dit, avec ma qualité de frappe, je frappe juste au-dessus de lui, le gardien ne va pas sauter au-dessus de lui et la toucher. Donc, j'ai frappé vite et au-dessus du numéro 6, juste pour qu'il ne puisse pas aller la chercher. Et quand elle est rentrée, je me suis dit, au départ même, quand la balle est rentrée, je ne célébrais pas. Je rentrais au milieu de terrain parce que le job n'était pas fini. Je voulais encore, j'avais encore quelque chose à faire. Et après, quand j'ai vu le stade exploser, je suis sorti de ma bulle. Garven m'a intercepté, et puis Bex. Et je pense que c'était important de célébrer à ce moment-là pour appuyer sur le fait que c'est pas fini. Et c'est là que je crois que Calgary a drop mentalement. Après Borges, ça je vous ai dit des fois, quand Dieu a décidé. La chance au travail. Voilà. Merci beaucoup, Benny. C'est très apprécié. On te souhaite toute la bonne chance pour la suite et avec le grand match de championnat canadien qui s'en vient. Merci beaucoup d'être venu sur l'émission. C'est sûr qu'on va revoir le but avec ta description, c'est sûr. C'est la prochaine chose qu'on fait aujourd'hui. Ça, ouais, pas de souci. Merci à vous.
Et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Nous sommes ici sur le bouclier canadien avec un autre invité très, très spécial, Balou Tabla, attaquant d'Atlético Ottawa. Balou, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir sur le bouclier canadien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très content d'être là. Merci. Et puis juste pour commencer, vous avez fait un gros début de saison. Vous êtes en championnat canadien, gros match qui s'en vient en ligue. Vous n'avez pas encore perdu de match. Qu'est-ce qui marche un peu maintenant pour Ottawa pour ce début-là? C'est sûr que voilà, avec les nouveaux arrivés et aussi pour moi aussi, on a un nouveau groupe, c'est des nouveaux joueurs de qualité. Donc voilà, on fait que prendre du plaisir et pas penser à trop loin. Donc je pense que c'est vraiment ça le côté interne, on fait juste prendre du plaisir à l'entraînement et voilà, le résultat, il apparaît sur le terrain. Donc je pense que tout se passe bien pour nous pour l'instant parce qu'on n'a toujours pas encore eu de défaite. Et donc voilà, c'est que des victoires et des matchs nuls, malgré qu'on peut quand même arracher certains matchs des victoires, mais voilà, on est content avec ces résultats. Le projet d'Atlético impressionne là, depuis le mercato, tout ça. Il y a même eu un camp d'entraînement au Mexique, là, 4 matchs. Est-ce que ça a fait une grosse différence selon toi? Tu as déjà l'expérience en 2022 avec les camps d'entraînement. Là, aller au Mexique, affronter des gros clubs, c'était quoi exactement l'objectif? Ouais, pour comparer au 2022, c'est sûr qu'il y a une grosse différence parce que on a pu jouer contre des équipes assez de haut niveau et qui étaient même en pleine saison pendant qu'on était au Mexique. Donc voilà, je pense que les installations aussi, elles étaient pas mal aussi. Le stade où on jouait aussi, c'était pas mal. Et voilà, la qualité des joueurs aussi, comme je l'ai dit auparavant, ça fait une grosse différence. Donc on a pu vraiment prendre du plaisir et se concentrer sur ce qu'on voulait faire cette année. Donc on avait amplement de temps, amplement d'atouts qui puissent nous aider pour pouvoir voilà, essayer de se connecter entre nous. Donc je pense que moi j'ai vraiment apprécié sur le plan personnel et je pense que le collectif aussi. Donc Le en soleil au partant mois de de là, janvier, c'est cool. C'est cool, le ouais, soleil. voilà, c'est ça. En partant de là, en partant de là, je pense on a tous pris du plaisir. Donc c'était vraiment top. Franchement, c'était top. Tu sais, pour rester sur Ottawa, qui voulait faire un gros mercato après la saison précédente, t'es quand même un nom qu'on connaît dans l'Amérique du Nord, au Canada, dans l'Est canadien aussi. Comment t'as vendu le projet d'Ottawa quand t'es venu de Turquie? De la Turquie, ben, je dirais pas vendre le projet parce que j'ai toujours été proche d'Ottawa. J'ai toujours été en contact avec les dirigeants et avec Fernando et tout. Donc, je pense pas que peut-être la première année 2022, là, je pourrais dire ça comme ça. Mais après, c'est comme voilà, c'est comme ma deuxième ville maintenant. Donc, je suis toujours resté en contact avec le club. Quand je suis parti, je regardais les matchs aussi. Je suivais on s'envoyait deux, trois messages donc, par semaine. Donc voilà, c'était quelque chose c'était une décision assez facile pour moi à prendre. Puis un peu sur ce thème-là, en 2022, avant ton départ en Turquie, Ottawa était un des meilleurs était le meilleur équipe dans le classement dans la saison régulière. En playoff, vous avez tombé en finale devant une foule incroyable à Ottawa. C'était un super match. Est-ce qu'il y a des leçons que tu pourrais prendre de cette saison-là pour cette équipe-là qui fait déjà un début de saison assez fort? Ouais, parce que je pense que 2022, on n'avait pas autant de la qualité comme ça. On a aujourd'hui que vous-même vous pouvez le voir. Mais par contre, ce qu'on avait en 2022, on était vraiment un collectif. Voilà, on a appris à être vraiment un bon vestiaire, de bons coéquipiers. On était tous ensemble surtout dans les moments difficiles.
quand personne n'arrivait à trouver une solution pour pouvoir créer quelque chose. Donc, exemple, les capitaines, exemple, je pense, c'était Max à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui. Ben, il rassemblait le groupe et on pouvait se dire les choses en face pour pouvoir voir ce qui allait pas bien et ce qui allait bien et comment améliorer et tout. Donc, je pense que ça va être ça. C'est sûr que présentement, c'est surtout tout se passe bien, mais après, la saison, elle est très longue. Il peut se passer plein de choses. Donc, je pense qu'il faudrait se préparer à ce qu'on ait des moments bas aussi. Donc, ça va être là le challenge, franchement. On a commencé à entendre pendant le mercato avec ta venue et toutes les autres venues aussi, des gros noms en CPL. On a commencé à entendre le terme super club, là, CPL. Est-ce que vous ressentez cette pression-là? Il n'y a pas juste l'effectif, il y a aussi les infrastructures. TD Place, c'est quand même un beau stade, c'est gros, vous avez le potentiel pour dominer. Là. Le sentez-vous, cette espèce de pression externe ou même interne pour être le club qui va challenger Forge? Franchement, moi, je ne dis pas. Je pense que tu as répondu. Il s'est censuré. Il allait faire une Claude Makelele, là, genre, moi, je me suis retenu, là. Ouais, juste après le son, là, ça fait « Oh, je me retiens là. » Non, mais pour être honnête avec vous, je pense que je l'ai déjà entendu celle-là, je pense, à début de saison, quelques fois en pré-saison et tout, de ce qui se racontait sur l'équipe et tout, mais franchement, moi, écoute, chaque match est différent, hein. Chaque match, c'est un duel, chaque match, c'est malgré que tu peux avoir tel joueur, c'est comment tu approches le match, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais après, voilà, ça fait partie du jeu aussi que ça parle des nouveaux arrivés, l'excitation pour voir comment on peut tout jouer ensemble et qu'est-ce qu'on peut apporter, etc., etc. Mais c'est la partie fun. Mais sinon, moi, franchement, je sais pas trop la tête à ça. Mais si on revient au Québec un peu, bon, l'histoire un peu en feu là, c'est au Québec, c'est le CS Saint-Laurent que tu as affronté en match préparatoire. Je pense que c'est le dernier avant le début de la saison. Vous avez aidé à faire la surprise contre Halifax, donc je pense qu'il vous remercie. C'était comment affronter des voici le game plan. Voilà. Football Manager simulation. Mais c'était comment jouer quand t'es vraiment des amis ou des joueurs qui t'as joué contre ou avec ou t'as côtoyé. C'était comment de faire ça? Puis comment tu vois un peu leur histoire qui va finir dans pas longtemps, mais quand même une belle histoire quand même. Écoute, il y a beaucoup de joueurs que leurs visages sont familiers, que je connais aussi, que j'ai eu la chance de croiser ou de jouer contre. Ouais. Donc, moi, ce jour-là, c'était un moment voilà, ça faisait du bien déjà entendre du français et tout, du français de Montréal et tout. Le français de Montréal, donc c'était fun. Et de voir une équipe qui est en train de se construire, qui est basée à Montréal aussi, qui est en train de faire parler d'eux. Donc, je pense que c'est positif pour la ville. C'est bien aussi pour ces joueurs-là qui n'ont pas eu, exemple, la chance, comme plusieurs d'entre nous, d'une académie assez professionnelle et tout, qui n'ont pas eu le même parcours, mais qui ont la chance de pouvoir jouer un championnat canadien. Donc, voilà, je peux que les féliciter et de profiter de chaque moment, de chaque match, parce que c'est des moments exceptionnels de jouer contre Toronto, comme j'ai suivi leur match aussi contre Halifax aussi. Donc, j'étais très content pour eux et c'est toujours bien pour la ville. C'est toujours bien pour la ville et je vais toujours supporter la ville parce que je viens de là aussi. Donc, voilà, j'étais très content. Il supporte le quartier. Là. Ah oui, toujours. Balou, à Montréal, bien sûr, ton histoire de l'impact jusqu'à Barcelone, c'est bien connu. C'était une grosse histoire à l'époque, mais récemment, tu l'avais mentionné un peu avant le show,
son départ à Turquie avec Manisa en deuxième division turque. Peut-être qu'ils connaissent moins un peu cette aventure-là. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'était comment ça s'est arrivé et comment t'as trouvé l'expérience en Turquie? Ouais, bien sûr, je trouve que mon aventure, elle était incroyable. Mon séjour aventure, parce que c'était à court terme quand même, donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Mais sinon, côté football, c'était incroyable. C'est un autre niveau, c'est physique. Euh, Là-bas, les gens, ils ont beaucoup d'amour pour le foot. Euh, les stades étaient quand même assez remplis. Chaque match, c'était vraiment. Là, tu t'entendais parler du match et tout. Donc, il y avait. Tu vois, comme les bus avant les matchs et tout. Puis les gens, ils courent après et tout. Donc, ça me rappelait un peu. Euh, En Espagne aussi, c'est similaire. Et la nourriture, c'était incroyable. La culture, j'ai beaucoup adoré, franchement. Tout était top. Mais à un moment donné, je pense que quand tu changes de pays, tu changes de continent pour ton travail, mais tu dois toujours penser aussi voilà, être pas forcément bien sur le terrain, mais à l'extérieur aussi. Et la période que que j'étais là-bas, j'ai eu la malchance d'être dans la même période qu'il a commencé à avoir les tremblements de terre en Turquie. Ouais. Donc, il y a beaucoup de villes un peu à côté de Manisa qui ont été affectées et ça commençait un peu à toucher un peu la ville où j'étais situé. Donc, là, j'ai commencé à me remettre en question pour le futur. Je parlais avec les dirigeants aussi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. J'étais toujours en contact avec les dirigeants et aussi avec Ottawa, donc ils étaient un peu au courant pour savoir des updates, la famille aussi. Donc voilà, moi personnellement, ça me tracassait aussi parce que Ouais. tout se passait bien sur le terrain, ben je me sentais pas en sécurité. Donc voilà, c'était malheureusement le côté qui était un peu inquiétant. Sinon, côté footballistiquement, il n'y a pas eu de problème. Après, voilà, j'ai dû faire un choix, j'ai dû prendre une décision Parfait. parce que malgré ça, il me restait encore 1 an de contrat. Mais pour ma sécurité et voilà, pour ma sécurité tout simplement, dû rentrer le plus rapide possible au Canada. Petite question tough pour toi, Balou. Ouais. À Montréal, on s'est tout le temps dit à travers les médias ou les fans que ton Ouais. départ avait été un peu trop tôt, que peut-être qu'après coup, quand on voit ce qu'Ismaël a fait, a peut-être entendu d'avoir une grosse saison pour avoir une certaine réputation et partir. Toi, après coup, est-ce que tu penses que tu as quand même fait la bonne chose pour aller à Barcelone, dans cette structure-là de Barcelone B, ou après coup, si toi, tu deviens conseiller plus tard, avec ton expérience, qu'est-ce que tu penses de ce départ-là? Dès qu'il y a eu l'occasion de Barcelone, tu as sauté dessus. Si je me donnerais un conseil à moi qui était à cette époque, À ou l'époque, ouais. j'aurais repris la même chose. Si j'aurais repris Ouais, la même chose, ouais, ok. exact. Ouais. Euh, C'est pas Parce que évident, hein? c'est pas évident parce que à l'interne, c'est des trucs que je peux même pas. C'est difficile à expliquer parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde et pour moi, c'était un rêve depuis tout jeune. Mes frères, tout le monde, tout dans la famille, c'était le Barça, c'était Ronaldinho, c'était etc. Donc c'était Messi, C'est compréhensible. C'était difficile pour moi Ouais. à cette époque, quand j'y pense aujourd'hui, pour moi de pouvoir voir la plus grande image, tu vois, de Ouais. pouvoir faire un choix de carrière et tout, un meilleur choix ou bien peu importe. Mais malheureusement, à cette époque, je n'étais pas vraiment entouré non plus assez bien entouré De conseils pratiques, de quelque chose de pratique. Voilà, T'avais quel âge à ce moment-là déjà?
C'était Euh, quoi? T'avais 17 ans? 19? 17 ans? 17? Ouais, Ouais, 17 ans. 17, ouais, 17, moi, Barcelone, je faisais mes maths c'est difficile de dire. 5,34 et c'était déjà compliqué pour moi. Toi, J'essaie t'as de le club pogner de mon Barcelone diplôme, qui se trouve genre. là. J'avais j'avais 17 ans, donc je pense que je sais pas. Moi, c'était mon rêve depuis tout jeune et je pense que chaque jeune, tous les jeunes de Montréal, si tu leur offres cette proposition, il y en a aucun qui va refuser. Donc, j'ai pris, sur moi, mentalement, j'ai pris ce risque-là. Après, il y avait rien autour de moi aussi qui pouvait me donner ce conseil aussi. Ouais. Donc, je suis allé avec ça et j'ai pas regretté de ma décision, franchement. Qu'est-ce que tu as Ouais. le plus appris, tu sais, à Barcelone? Est-ce que c'est plus au niveau de la maturité ou du football? Parce que là, tu quittes la maison, là. Là, tu t'en Ouais, vas, là. Tu sais, ouais, déjà, à ouais, l'époque, l'Impact de Montréal, c'était pas la même ouais, structure qu'actuellement, là. ouais, Tu sais, on avait plus ou moins de directeurs techniques. C'était un embryon de club. Là, tu t'en vas, tu sais, tu ouais, t'en je vas viens à dans le top. l'aventure. Est-ce que c'est au niveau football que tu as appris ou plus individuel? J'ai découvert la vie. Ouais. Franchement, j'ai découvert la vie parce que, La vie, la parce que ville. Barcelone, c'est pas ouais, plate, hein? j'ai tout appris là-bas parce que quand je suis arrivé en pro avec l'Impact, quand j'ai signé pro, j'ai fait que 6 mois. Je venais de Oh, ouais. déménager de mon premier appart, première voiture, des trucs, mais j'ai fait ça en 6 mois, donc j'ai pas vraiment eu le temps, tu vois. Ouais. Donc après, tout allait vite, et, après médias, match Roma, etc. Petit Ouais, à gauche, c'est ça vrai, allait ouais, trop moi, vite. j'avais oublié. Ouais, ça Bah ouais, allait bah trop vite. c'était le match. C'était le match. Parce que pour vous rappeler, Oui. Balou a fait 1 an avec l'FC Montréal, 2016, Ouais. USL. Et après, il est revenu avec la première équipe là, en 2017. Là. C'est l'effet Drogba, là, tout ça. Là. Donc, la Rome Ouais, contre Totti était là. c'est Rossi. vrai. Ouais. De Il y Rossi. avait le Ouais. Sharaoui aussi. Sharawi, oui. Il y avait tout le monde. Il y avait Ouais. Alisson, Là, le regarde, grand Balou, il Alisson. commence à rêver, là, il le revoit, Non, là. non, parce que Je le vois dans ses yeux, il dit, non, non, ouais. il voit le coupé décalé vers la gauche, frappe gauche qu'on a Alisson poteau, là. Mais On se oui, rappelle de ça, là. Il se rappelle. toujours la fête de frappe. La fête de frappe. Non, c'était bien ça. Du pied gauche en plus contre Alisson. Il a failli. Mais est-ce que tu te rappelles ton premier match avec l'FC Montréal contre le Toronto FC 2. C'était au stade olympique. Je sais pas si tu Ouais, te je me rappelles. rappelle, ouais, C'était. bien Tu te sûr. rappelles. Bien sûr. Ouais, J'avais les cheveux très, très, très courts, je me rappelle. ouais. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. C'était mon premier match officiel, je pense, au Ouais. stade olympique. Je pense que. De 1, Toronto gagne, mais tu marques un but. Le but Ouais, du 1-1, vers la fin du match, Toronto égalise. ouais, c'est Prennent très loin, l'avance. mais j'ai quelques souvenirs. Je me souviens du tapis stade olympique, l'écho, tout ça. mais quand tu vois, tu recules de. Quoi, ça fait quasiment. Ouais, C'est pas 10 ans, mais 8 ans, 9 ans. Tu dis, ouais, ouais. tu dis genre, ouais, je suis venu de loin quand même. Quand tu Ouais, vraiment par ben rapport à ça. moi, comment je vois les trucs, je trouve pas que je suis encore très jeune, mais Oui. Mais t'as commencé dans ma déjà, tête, mais ce t'as que je commencé passe, jeune. j'ai l'impression que ça fait, je sais Un pas jeune combien vétéran. d'années. Non, on dirait que ça fait longtemps que je suis là. Je sais pas si Ouais, mais Balou, tu as des expériences qui vont c'est servir, ça. là. Je pense que La c'est ça. journée que tu vas vouloir mettre, tu sais, avoir quelqu'un sur ton aile. Je pense que tes licences d'agent de joueur, ça serait utile, là. Tu pourrais vraiment aider la On me prochaine l'a déjà dit, génération, celle-là, là. en plus. Tu sais, On me l'a déjà dit. tu pourrais être le déco canadien, là. On me l'a dit très souvent, ça. Mais il est encore jeune, il faut qu'il joue un peu. Là. Laisse-le jouer en Oh, ouais, 7-8 t'es ans pas obligé de Je là. faire vais ce C'est que en tu encore veux, plein là. là. profiter. Je vais profiter au max, là. Ben oui, je vais Ah oui. profiter. Ouais. Ouais. Mais Profiter au voilà, ouais. max. Ouais, juste genre, c'est un endroit parfait pour genre notre dernière question parce qu'on le voit, Balou, genre maintenant que tu as vécu ces expériences, tu as une sagesse, t'as un peu genre cette perspective-là. Alors, je suis un peu Mhm. curieux, c'est quoi un peu les plans pour l'avenir? C'est quoi l'avenir de Balou Tabla? C'est genre maintenant, est-ce que avec ce que tu as vécu, c'est vraiment match par match, juste vraiment profiter du moment? C'est un peu quoi cet avenir-là? Euh, pour être honnête, je suis très easygoing en ce moment. Je veux juste profiter. Parce que j'ai passé par beaucoup de choses pour être dans cette paix d'esprit.
pour être juste jouer et être mon propre, comment on appelle ça? Parce qu'on va pas se mentir, j'ai été mon propre conseiller aussi à un certain moment. Parce que il y a eu trop de trucs autour, comme j'ai Ouais. expliqué auparavant. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, j'ai dû prendre beaucoup de recul et prendre ce rôle de conseiller et jouer en même temps, tu vois. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire le plus de possible une combinaison pour pouvoir avoir la paix d'esprit et éloigner tout ce qui entoure cette négativité ou ce qui se passe dans ce milieu que je connais pas mal, assez bien. Donc, je pense que aujourd'hui, je prends juste du plaisir. Je prends juste du plaisir et voilà. Aujourd'hui, je suis à Ottawa et je suis comme à la maison et je connais très bien les gens ici. Ils m'aiment très bien aussi. Donc, je sais pas comment je pourrais expliquer ça parce que je pense pas je pense pas plus loin. Ouais. Je pense à aujourd'hui, demain, à l'entraînement. Je pense à chaque situation parce que l'année dernière, j'étais en Turquie et je voulais quitter la Turquie à cause des tremblements de terre. Aujourd'hui, je suis là, je suis au Canada, il y a du soleil, tout est beau, C'est plus tranquille, et Ottawa. Hein? tout est tranquille. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, Ottawa, c'est Balou. mieux. Ottawa, c'est mieux que Montréal, je trouve. C'est plus relax, c'est C'est plus une relax. grosse déclaration, ça. Va falloir Non, élaborer éventuellement, là. d'une façon, et d'une seule façon seulement. Ouais. On a compris. Ouais. Excellent, excellent, excellent. Ben, Balou, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Profitez-en, comme tu dis, grosse saison qui s'en vient, début de saison très forte. Et puis, on te remercie d'avoir pris le temps d'être sur épisode 3 du Bouclier canadien ici à One Soccer. Ah, ça fait plaisir tout le temps, toujours là. Un plaisir. Bonne continuation, on se reparle. Hein. Merci. Hein. Ben, c'était deux entrevues superbes. Benny Badibanga, superbe personnalité, très drôle, beaucoup d'humeur. Balou Tabla aussi, il commence à devenir un peu le sage, l'oracle. Il a un peu vu. Le garçon a grandi, hein? C'est plus le même Balou qu'on a connu, mais Benny était drôle hein, quand il a parlé de. Il a appris dans la même semaine, il a appris que ça jouait le foot au Canada, puis il a signé un contrat dans la même semaine. Tu sais, c'est assez short, ça. Il dit, quoi, on joue au foot là-bas? OK, je signe. Mais Balou, c'était le fun de le revoir. Ouais. Il a gagné 25 ans d'expérience en 5 ans. En 5 ans. Ça nous prend tous à une époque où c'était différent. Ça s'appelait déjà l'Impact de Montréal. Il y avait des Drogba venaient de partir ou étaient encore là. On dirait un univers tout différent. Puis il nous a aussi pris, voilà, comme c'est une machine à voyager à travers le temps. Puis on a passé du temps avec Balou, un peu le passé. Puis son futur qui a l'air très, très intéressant. On est content pour lui, vraiment. Tout le Québec est fier de Balou. Là, puis Benny, super intéressant son parcours. En amont, là, c'est belle personnalité aussi. Hein? Ouais. Et puis très généreux avec son temps. Puis un certain jumeau footisme pragmatique pour Benny. Genre, je suis bien, mais je me prends pas trop au sérieux, mais je suis sérieux sur le terrain. Donc, et ça se voit. Félicitations pour les deux, en tout cas. Et surtout, on adore avoir des joueurs comme Benny Badibanga dans la CPL. La personnalité, il a un peu cette personnalité jeu de rue là. Donc, on va jamais dire non à ce type de joueurs. Ouais, on a grandi avec des Ronaldinho, on a grandi avec des gens qui savaient faire du spectacle sur le terrain, mais ils combinent ça avec un bon niveau et puis Forge, ils sont en train de gagner de ceci. Mais bien sûr, les gars, comme on a mentionné au début, Jesse Marsh, nouveau sélectionneur de l'équipe masculine canadienne. C'est une grosse nouvelle. Il a un gros job à faire. Il a signé un contrat de 2 ans, Copa América cet été. C'est la grosse question. Est-ce qu'il allait avoir un sélectionneur avant le Copa América? On peut relaxer. Il y a un sélectionneur. Il connaît quand même ce groupe de joueurs. Bien sûr, le grand but, c'est 2026. Mais peut-être juste, on va un peu commencer puis aller de là. Peut-être je vais lancer ça à toi, Sofiane. Première impression de cette... que le fait que Marsh soit embauché comme sélectionneur, penses-tu que c'est le bon choix? Et est-ce que tu vois, il y a certaines questions en termes de nationalité, style de jeu?
Bon, Est-ce- honnêtement, quel que soit le sélectionneur qui aurait été là, moi, que c'est un sélectionneur déjà établi en sélection nationale, on connaît son style. Il n'a pas d'expérience en sélection nationale, Jesse Marsh, donc je dis, on va voir. Il a été assistant avec Bob Bradley, il a fait la Coupe du Ouais. Monde 2010, donc il a une expérience d'être dans un groupe, il comprend c'est quoi. Je ne suis pas sûr s'il a fait les qualifications avec eux, je ne pense pas, peut-être en partie, mais c'est sûr qu'il était là pour le tournoi, je me rappelle de lui notamment. Je pense qu'il y a aussi son assistant à Montréal, Sorber. Je pense qu'il était aussi avec lui, avec Team USA. Donc, c'est un beau petit groupe qu'ils avaient à ce moment-là. C'est un beau compromis pour le Canada, dans le sens compromis, c'est qu'il n'a jamais été sélectionneur, genre manager numéro 1 dans la sélection nationale. Donc, il a plus le réflexe de travailler sur tous les 2-3 mois sur des cycles. C'est un joueur, c'est un coach de club. Il s'est établi à Montréal, c'était une belle réputation. Après, il est passé par toute la famille des Red Bulls et pour finir à Leeds. Donc, il a quand même le côté, je suis un coach de club. Et je pense avec l'échéance assez courte entre la Copa América, Gold Cup et surtout la Coupe du Monde à la maison, je pense qu'il a assez de fréquence de match et de rendez-vous pour pouvoir ne pas trop perdre le goût d'entraîner dans un club. C'est un compromis positif. Je trouve que c'est bien. Les autres noms qui étaient là, j'y croyais, j'étais pas trop fan. Je dis pourquoi remplacer Biello par du pareil au même, avec le fait Ou de des tout points refaire à zéro. d'interrogation. Exactement. Et je trouve que Jesse Marsh, ouais, on aurait voulu avoir, je sais pas moi. Bon, il y avait d'autres sélectionneurs qui étaient intéressants. Je pense celui du Nigeria, qui n'était pas du Nigeria, mais un des Portugais du Nigeria était en liste pour le Canada en rumeur, mais c'était juste des rumeurs. Et je trouve que voilà, c'est un beau compromis. C'est quelqu'un qui est très processus, là, orienté processus. Quand il va parler, il est très pragmatique. Il décrit toutes les étapes sur lesquelles il travaille dans un processus pour construire un groupe. Et je trouve que voilà, c'est un bon communicateur à l'extérieur, à l'externe. À l'interne, je pense qu'à Montréal, ça se passait bien avec certains joueurs. Ouais. Les Maintenant, médias vont l'aimer. Les médias ouais, vont ouais, l'aimer. c'est un media darling, comme on dit dans l'Ouest. Ouais, I guess juste pour un peu prendre ce point, je vais le lancer à toi, Nilton. Qu'est-ce que tu penses de ces expériences qu'il a un peu vécues depuis Montréal? Parce que c'est quand même quelque chose que je voyais. Avant ce processus, les gens disent, avec Canada, est-ce qu'ils vont plus trouver un sélectionneur qui a de l'expérience à haut niveau? Bien sûr, je vois des gens qui, je sais pas s'ils sont sérieux ou comme blague, ils disent, Jesse Marsh, je le connais pas. Si tu le connais pas, je pense pas que tu faisais attention. C'est quand même quelqu'un il a fait un parcours à Salzbourg, des joueurs qui étaient là à Salzbourg. C'est des Haalands, c'est des Adeyemi, des Sosbolai. C'est quand même des gros Exact. joueurs. Wang Hee-chan, Minamino, puis il est allé à Leipzig. C'est un énorme club. C'est Bundesliga. C'est un club qui cherche des trophées, des Champions League. Il est allé en Angleterre, la Première Ligue. C'est la ligue le plus regardée du monde. Qu'est-ce que tu penses son parcours? Est-ce qu'il y a des expériences, Nilton, que tu vois? Tu penses que ça donne espoir pour son poste? Ou qu'est-ce que tu en penses? C'est un entraîneur qui coche beaucoup de cases. Son expérience MLS, il remporte le Super Tour Shield avec New York. Il y a, comme Sofiane a dit, il y a déjà son expérience avec la sélection américaine. En Europe, ça a quand même assez bien fonctionné. Tu sais, Leeds, c'était compliqué, là, ce qu'il y a eu comme expérience à Leeds, mais c'était pas un défi facile. Il y a 10 ans de ça, jamais on aurait espéré aller chercher un entraîneur de aussi haut niveau pour la sélection canadienne. On est peut-être un peu trop habitué présentement parce que la sélection canadienne, c'est une superbe équipe, la meilleure génération, donc on imagine qu'on peut aller chercher n'importe quel coach. C'est plus ou moins vrai. Là, on est allé chercher un entraîneur qui va, entre guillemets, mettre une pause sur sa carrière d'entraîneur en club pendant 2 ans au moins. C'est même pas des matchs de compétition, la Coupe América, oui, mais mettre ça sur pause, convaincre Jesse Marsh de venir prendre ce projet-là, ce pari-là, convaincre aussi monétairement, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, il fallait aussi mettre de l'argent là-dessus. On se retrouve avec un entraîneur qui va maximiser le potentiel de cette sélection-là. Est-ce qu'il va réussir? On ne le sait pas. Puis, aussi, le beef avec la sélection américaine, avec Bill Arbor. Tout est beau. Je veux dire, finalement, on va avoir du contenu, on va pouvoir parler de cette sélection-là à tous les mois, il va avoir quelque chose. Et il connaît le bassin et il y a aussi une certaine crédibilité au niveau de ces stars-là. On ne peut pas juste mettre quelqu'un là puis essayer de convaincre Davies de jouer d'une certaine façon, d'intégrer Buchanan d'une certaine façon. Tous les joueurs canadiens regardent Jesse Marsh et le plus gros défi, c'est comment
tactiquement faire jouer cette Exactement. équipe-là parce que lui, c'est un système tellement qui est basé sur une tactique qui n'est pas facile à appliquer en sélection. C'est là qu'il va avoir les petits Ouais. ajustements qui vont être un défi pour lui. Un mot-clé qu'il avait dit, c'est le beef au beef là, avec Jesse Marsh, puis avec sa personnalité, qu'on a connu à Montréal, c'est un Ah ouais, coach, un joueur et un il- coach très il va faire. animé. Il est très très animé. Puis je pense que ça match bien tout il y a un bon fit avec tout ce qu'on. Tu sais, les fameux, comment dire, les huddles à la hockey durant les matchs Team Canada où tout le Ouais. monde était prêt à se battre là pour son coéquipier. Les Tajan, Kamal, tout le monde était prêt à. Ouais. C'est quand On c'était est contre les là, là. Mexicains, Drop the les gloves. Américains. Exactement. Donc je pense que la personne de Jesse Marsh, du moins qu'on voit, je pense, c'est un bon fit avec ces joueurs-là qui sont prêts maintenant à genre peut-être moins aboyer et plus mordre et commencer vraiment à reprendre un peu de pep, ce qui a un peu perdu un petit peu après la Coupe du Monde 2022. Puis je pense que ce groupe est prêt à arriver à un nouveau cycle. Je pense que ça va être bien. C'est un bon fit. Ouais, c'est une bonne combinaison quand même que il a cette personnalité-là et ce côté genre man management que tu as besoin au niveau international. C'est vraiment un jeu de Tout à fait. personnalité, mais aussi que quand même il a ce côté tactique. On va revenir à ça et finir avec ça, mais quand même, Milton, tu as mentionné un bon point, le côté, il n'est pas sélectionneur canadien, il est sélectionneur MLS canadien, peu importe, ça se traduit en Ouais. français avec son nouveau titre là. Newton, On je va vais juste commencer ouais. avec toi parce que tu l'as mentionné. Est-ce que tu as quand même un niveau de genre inquiétude par rapport au fait que c'est vraiment genre c'est vraiment un système collégial qu'on a vu. C'est un peu Kevin Blue, il amène son expérience avec le système de collège, avec les dons, comment tu trouves un peu de l'argent, comment c'est avec Canada Soccer, c'était pas toujours chaud côté finance. Kevin Blue lui-même, il l'admet. Ouais. Alors, d'un côté, on peut être genre, OK, il a pris l'effort, il a trouvé des gens qui puissent aider à trouver un coach du calibre, du niveau de Jesse Marsh. Mais de l'autre côté, le fait que c'est un peu côtoyé par les 3 équipes canadiennes en MLS, tu peux te demander est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est quand même des Mais joueurs. Surtout Genre, cette je semaine. suis mais un en peu fait, juste curieux de voir tes pensées sur tout ça. mais est-ce que c'est un support ou une caution? Je me demande c'est lequel. Des Parce fois, qu'on des fois, parce qu'on des Ah, fois, c'est ça flou. se mélange. Hein. c'est Fois, ça, c'est sûr qu'il y a eu. C'était la pire semaine pour annoncer ce genre de contribution-là. Tu sais, au niveau de drapeau rouge ici à Montréal, quand on voit ça, on se dit Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Mais tu sais, si on est moins cynique puis on met ça de côté, Ouais. c'est aussi un investissement pour ces sélections-là, surtout à Montréal, qu'on a beaucoup utilisé la filière canadienne. On a profité de la sélection pour vendre des joueurs. Ultimement, si la sélection canadienne fait bien, puis qu'il y a des joueurs du CF Montréal, même chose pour Toronto, il n'y en a pas tant, un peu plus, là, un peu plus maintenant. Vancouver aussi. Si une sélection canadienne fait bien en Coupe América ou en la Coupe du Monde, l'argent que les 3 propriétaires vont avoir mis dans cette sélection-là, ils vont pouvoir les récupérer fois 10 avec des transferts de joueurs. Tu sais, c'est probablement comme ça que Kevin Blue là, a vendu cette idée-là, mais encore là, on ne sait pas c'est quoi l'ordre de grandeur. Tu sais, tout ça, il reste très, très flou. C'est une première. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que maintenant, les médias vont commencer à gratter pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Tu sais, cette terminologie-là qui a pris tout le monde par surprise. Oui, et puis ça prouve aussi une certaine ingéniosité et rapidité d'exécution de Kevin Blue pour vraiment trouver un mode de financement pour financer un gros changement nécessaire pour la sélection. On connaît clairement son expérience NCAA qui vient directement en action tout de suite pour l'aider. Bon, il a piqué son modèle d'affaires, copie-coller, parfait. Donc, au moins, c'est une bonne chose. Ça fait accélérer les choses. C'est bien, on va vite, on ne va pas compromettre la sélection nationale. J'espère que les femmes auront le même type de financement. Si un jour il faut une nouvelle sélectionneuse ou ils renouvellent Bear Priestman. Mais je pense que j'avais dans le communiqué qui disait que c'est pour aussi investir dans le soccer canadien. Comme a dit Nilton, les journalistes vont regarder parce que l'argent va, à qui va aller, etc. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres scandales, mais d'autres mauvaises gestions d'argent, parce que le Canada est dans un moment charnière. Les 2 sélections seniors, masculines et féminines, donc il faut en profiter de ce bon momentum-là. C'est une nouveauté, ça fait bizarre. Il y aura des mais ça fait du bien d'avoir de la créativité au niveau du financement, parce que si c'est toujours les mêmes façons de faire, ça fait 30, ça fait 40 ans qu'ils essayent de cette façon-là, puis l'argent ne rentre pas. Là, il y a une certaine créativité. Est-ce que ça va accrocher? Est-ce qu'il va y avoir des conflits, comme Alexandre l'a dit, ou
Peut-être. Oui, oui. C'est Quand, c'est- quand, c'est tu as un sûr. capital de joueurs intéressant comme ça, tu veux pas rater ta chance. C'est Herdman ce qu'il a fait. John Herdman, c'était un miracle. Même s'il y avait des top joueurs, c'était relativement un miracle par rapport à ce qu'on avait du Canada depuis 10-15 ans. C'est genre, Mais OK, here we go Sofiane, again. Puis là, ils ont dit, OK, on peut pas refaire la même erreur comment dire, et se permettre ou espérer un autre miracle comme John Herdman, qui a ça, fait ça un veut très bon dire, travail. ça veut dire que la sélection a un peu plus de chances de jouer un peu dans le stade Saputo aussi, pas juste rester à Toronto à chaque fois, puis jouer dans la neige contre les Mexicains pour les faire peur. Tu sais, nous Euh, aussi, on a de Non, la mais, neige. c'est ça, il faut Un peu partager non. l'amour entre les stades. Mais c'est intéressant. Mais je trouve ce modèle financier intéressant. J'ai hâte que Kevin Blue en parle un peu plus en détail. Là. Il va prendre faire des entrevues là, pour parler de ceci. Mais Son plan, je là. suis très, très curieux. Très, très curieux. Très, très Ouais, curieux. c'est ça. Je pense qu'il faut un peu veiller, genre un peu curieux, genre juste s'assurer, mais Ouais. je suis quand même like aussi d'un côté optimiste. Ben oui. Comme Ben on oui. dit, like, je pense que quand même si tu es un des équipes MLS canadiens, tu veux une sélection qui est sain, Ouais. qui grandisse, qui fait des bonnes performances, Ouais. qui donne une plateforme. Alors c'est ça ce Exactement. côté optimiste, mais quand même il faut avoir un Mm. peu cet œil critique de voir est-ce que ça va vraiment opérer comme ceci. Je pense que ce qui me donne un peu Ouais. plus d'optimisme, c'est que Jesse Marsh, il semble être quand même un entraîneur, on va dire, pas têtu, mais genre un peu têtu. Genre, il a son style, il a Ouais. ses idées, Et, il amène une personnalité. Je pense pas qu'il va se ben, laisser marcher dessus comme non. ça. Non, Ben, non. il a quitté Montréal à cause de ça. Là. Une des parties, Ouais, c'est qu'il y ouais. avait pas, il y avait un casse-tête à régler, puis il avait marre d'essayer de le résoudre. Puis il est passé à autre chose. Mais je vais faire un lien avec une entrevue de One Soccer avec Yannis Sartini, puis c'est la nôtre avec Olivier Renard. Tu sais, le côté genre MLS, tellement pro-US que c'est quasiment anti-Canada, mais par défaut. Là, on sait tous que la MLS et la Fédération de soccer américaine, c'est des entités qui sont très, très proches. Là. Donc là, Mm. je pense que le Canada prend le pas pour dire, ben, nous aussi, on va supporter nos sélections nationales en utilisant nos infrastructures MLS canadiennes pour aider la Mais c'est sélection. une belle nouvelle. Mais c'est une belle nouvelle aussi parce qu'il y a aussi ce fameux nuage noir là, au-dessus des équipes canadiennes à Port-Toronto. Là, on est en train de voir que il faut sortir un peu du quotidien un peu négatif Tout à puis fait. voir ça un peu plus large, un peu plus macro. Oui, Puis on voit qu'au niveau macro, la MLS veut aussi contribuer à la sélection canadienne parce qu'ils ont tout besoin à de ce fait. bassin-là. Ils ont besoin que chaque équipe développe des joueurs canadiens qui vont être utilisés en MLS. C'est pas vrai que c'est un championnat uniquement américain, c'est un championnat Exactement. nord-américain, puis on s'organise au niveau économique pour que ça fonctionne. Tout le monde, Il y a des dit, joueurs tout le monde sait bien. canadiens qui sortent par tous les trous, genre, on peut dire. Ils sortent de la Super Draft, ils sortent. C'est une bonne expression, ça. Ouais, c'est un peu genre. Qui sortent de partout, là, ça c'est sûr. Non, mais il faut profiter de ce momentum, là. Tant qu'à faire à peu près le détail de cette philanthropie. J'ai hâte de lire les différents entrevues et rapports qui vont sortir sur ça. Et puis je pense, c'est différent. Au début, c'est bizarre. Il y a la méfiance. Mais On on n'est se dit, pas bah, habitué. on n'est pas habitué, on va voir ce que ça va donner. Puis pourquoi pas. Moi, je suis prêt à donner une chance au coureur, comme on dit. Bah, on peut seulement juger après. Genre, à ce moment, on voit ce Ah ouais, qu'on sait et tout ça, et on n'est-ce va pas? voir, on va juger. Mais juste un peu un dernier point sur le côté Marsh. Bien sûr, le gros question, c'est sur le terrain. Comment ça va aller avec des joueurs, surtout le style de jeu. Pour ceux qui sont un peu Ouais. moins familiers avec Jesse Marsh, avec ses systèmes Red Bull, il a essayé d'amener à Leeds. Il a mentionné dans sa conférence de presse lundi quand il était embauché, c'est qu'il veut jouer vertical. Vraiment, genre, il veut jouer de ce côté vertical, il veut jouer le pressing. Quand même, il a un aspect de possession, mais pour lui, c'est vraiment ce côté transition, verticalité, phase défensive. Je pense Ouais. quand même, à premier regard, il y a des joueurs qui peuvent vraiment jouer dans ce système-là, dans le bassin canadien. Il y a cette vitesse-là. Je pense la verticalité, genre les Alphonso Davies, les Buchanan, les Miller, ils vont adorer ceci. Il y a bien sûr les questions. Est-ce qu'à défense centrale, il y a des joueurs qui peuvent jouer avec cette vitesse-là en milieu de terrain? Il y a Bombito qui a fait Moi, Vomito, hein? C'est un peu ça ma question. Genre, pour terminer, je vais même un peu te mettre sur le spot. On connaît le style. Il y a des joueurs que ça marche. On va regarder de ce côté-là. Qui est peut-être juste, ouais, on va le mettre sur le spot, chacun nous trois. Qui est un joueur déjà établi, genre un David, un Davies, un Buchanan, genre un de ces joueurs-là que tu as hâte de voir dans ce système-là, que tu penses peut vraiment être un genre
un des disciples du Marsh Ball et qui est un joueur qui est peut-être moins sur le radar, que tu as vraiment hâte de voir dans ce système-là. Un joueur que tu penses peut-être il a seulement quelques sélections ou peut-être est même pas dans le groupe, mais tu as vraiment hâte de voir. Alors, je sais pas s'il y a un parmi vous qui veut commencer. C'est une question difficile, mais juste un peu pour terminer ça. Moi, j'aimerais voir une version upgradée, si on peut dire l'anglicisme, de Tejan Buchanan. Parce que là, il vient à l'Inter Milan. Il est bon. En Belgique, ils l'ont pris pour une raison. L'Inter Milan l'a cherché pour une raison. Je pense qu'il peut encore mieux faire. Déjà qu'il fait très bien. Je pense qu'il peut être pas à un autre niveau nécessairement, mais mieux. Et je pense que Jesse Marsh, je suis curieux de voir à quel niveau il peut aller à notre Tejan national. Lui, il m'intéresse beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Si on parle de verticalité, de vitesse, de profondeur, pressing haut, moi, Buchanan, il coche toutes les cases pour moi, pour un système Jesse Marsh. Puis un joueur moins établi, tu dis Moins établi, moi, c'est la défense qui va être un chantier. C'est voir, c'est déjà un chantier entre Waterman, Cornelius, c'est qui. Je présume qu'Alistair Johnson va encore être là. Quand même, là, est-ce qu'il fait partie de ce système? Je pense qu'il va être en sélection parce qu'il va être titulaire indiscutable par rapport à quel est son style par rapport à la vitesse de jeu. Ça, c'est à voir. Je pense que je suis pas sûr qui pourrait sortir de l'ombre. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas en ce moment. Parce que tous ceux qui sont là, ils sont quand même assez établis. Donc, je ne vois pas tout de suite quelqu'un que. Il n'y a pas grand monde qui risque de perdre un spot. Ben, si on veut vraiment chercher des bébites, le duo d'attaquants avec Laron et David dans un système comme ça de jeu vertical, de rapidité, je ne sais pas jusqu'à quel point ça correspond exactement à leur qualité. Mais encore là, il n'est pas obligé non plus, March, d'être à 100% un style. Il peut l'adapter aussi un peu parce que Laron et David, c'est peut-être un peu plus des joueurs de position qui sont... J'ai hâte de voir comment il va essayer de touquer ces deux attaquants-là. Puis j'ai hâte aussi de voir comment Eustáquio peut profiter de... Parce que c'est lui la rampe de lancement de ces joueurs-là. Est-ce qu'il peut prendre une dimension encore plus importante? Un gars qui sort de l'ombre, puis comme il dit Sofiane, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir intégrer cet effectif-là. Mais à chaque fois... je le vois venir. À chaque fois qu'un coach pense à avoir un jeu comme ça, très vertical, très intense, au niveau course, au niveau volume de jeu, et quelques semaines plus tard, Mathieu Choignard se retrouve dans cette équipe-là. Jusqu'à quel point il peut percer le 11 partant, ça va être extrêmement difficile. Mais il peut trouver un rôle. Il peut finalement être un substitut beaucoup plus souvent utilisé, que ce soit au milieu du terrain, que ce soit sur le côté. Mais pour ça, Mathieu Choignard profite en club d'être régulièrement là, devant un entraîneur. Dans une sélection, prouver ta valeur en 2 semaines seulement, c'est un peu plus compliqué. Non, j'adore cette réponse-là. Choignard, c'est quand même quelqu'un... Parce que quand même, je pense pas que Marsh il va faire le Red Bull pressing. Je pense en sélection, ça va être trop grand risque. Mais quand même, il va faire du pressing. Et je pense des joueurs qui ont ce niveau-là... Choignard, c'est le roi du beep test à Montréal. Il est Monsieur Fitness. Genre, c'est un joueur qui vraiment peut avoir une place. Et surtout... Jesse Marsh, dernièrement, il joue un 4-2-3-1 à Leeds. S'il joue ça veut dire peut-être un Laron David, un Laron peut-être qui va se retrouver en banc. Il y a un espace pour un troisième milieu à côté de Koné ou Eustáquio. Pourquoi pas Choignard s'il y a ce côté physique, ce pressing, cette verticalité-là. C'est pas... Mais la question qui tue, c'est Alphonso Davies. Où est-ce qu'il joue? Dans le 4 ou dans le 3? C'est ça la question qu'on se demande. C'est ça. Toi, Sofiane a mentionné Buchanan, Milton a un peu mentionné Eustáquio, David. Juste une note sur David, lui, il est parmi un des plus grands, les joueurs qui couvrent le plus de kilomètres en France. Je pense qu'il va vraiment aimer ce système-là. Moi, je vais juste finir Alphonso Davies. Et surtout, où est-ce que Marc le met? Parce que vraiment, il peut le mettre à l'aile, il peut le mettre à arrière-gauche. Ça ne me surprend pas de deux côtés parce qu'à Leeds, il utilisait vraiment cette attaque de la défense que vraiment ça perce, et je pense que Davies il peut vraiment jouer ce rôle. C'est très similaire à ce qu'il jouait sur Hansi Flick quand il était à son meilleur. Mais aussi, je pense à l'aile, cette verticalité-là, ce pressing, cette énergie,
ça peut être vraiment utile du côté défensif de l'avoir plus haut sur le terrain. Et si Marche peut vraiment le prendre, dire OK, Alfonso, on garde le jeu un peu plus simple, un deux touches, si tu reçois le ballon, fais ce que tu as fait contre Real Madrid. Entre dans le milieu de terrain, frappe le ballon, percute. Ouais. Je Ouais. pense que vraiment, ça peut être un bon match sur l'aile ou si un peu plus en arrière, Ouais. côté plan défensif. Alors ouais, je suis vraiment curieux sur Davies et pour un joueur un peu moins établi, je continue à un peu frapper ce tambour-là. C'est Moïse Bambito. Je pense vraiment en côté physique, côté vitesse, Ouais. il est déjà il est à un niveau, genre, il a fait la course le plus rapide en MLS cette saison. Il est un On a vu la défenseur vidéo. C'est incroyable. Il a une 6 belle pieds 4. saison. Il Ouais. n'est pas supposé de courir comme ça. Ah, et je puis pense. Jesse Marsh a beaucoup parlé du niveau athlétique des joueurs canadiens aussi. Pas seulement le talent technique, mais qu'ils étaient très Ouais. athlétiques aussi. Donc, c'est sûr que Moïse, il a dû aimer cette nomination-là. Il se dit, ah, là, j'ai une bonne chance. Si je peux prouver ma valeur dès le début, il peut intégrer assez rapidement. C'est celui qui, rapidement comme ça, gagne le plus de points avant même un Ouais. premier match. Et Ouais. c'est en plus deux trucs qu'il aide. Il joue en défense à 4. Si Marsh joue en défense à 4, cette familiarité-là, ça aide. Et peut-être un point un peu oublié, Chris Armas, son entraîneur à Ah, c'est Colorado, vrai. c'est aussi Ah un oui. disciple du Il y a le système Red téléphone, il y a le Bulls. WhatsApp, là, il y a toutes les Ouais, vidéos, elles sont là. toi, Non, mais ouais, c'est vrai. il y a Tous les peut-être chemins une mènent à Rome. Là, familiarité là. non, mais c'est vrai. Mais tout ce qu'on dit, ça, c'est vraiment excellent parce qu'il y en a du talent. Il y en a. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette discussion. Il y a souvent des générations ratées. Je me rappelle. Fait qu'on bat la France et les Pays-Bas, c'est ça que tu me dis. Je là. pense que 2-0, je, 3-0. je pense en termes de favoris, il faut faire attention. Là. Vraiment, le Canada est là. Non, c'est juste pour faire un peu de nostalgie. Je me rappelle, il y avait des débats, il y avait des très belles générations. Je me rappelle l'attaquant Radzinski de Fulham. Après, il y a un gap. Après, il y a tout le temps des bons joueurs. Les Bernier, les De Rosario. Il y a tout le temps quelque chose, mais il nous manquait quelque chose. Puis je pense que, je ne vais pas répéter Lustig Herdman qui a été excellent, mais on est là. Puis je pense qu'il y a une vague positive qu'il faut en profiter. Et tous les débats qu'on a, ça fait du bien. Avant, on avait des débats de FC Unattached, on avait des débats, on n'a pas d'attaquant, il y avait des débats, Il y a même on n'a pas de 23 joueurs défenseur. canadiens que tu peux C'est appeler ça, qui jouent en tu peux- pro. Exactement. Donc, mais ça a changé drastiquement, le monde change, et puis ça fait du bien. On est passé, ça fait du bien. Et puis, petite note, je ne sais pas si Morbillo est intéressé à rester, mais ce serait peut-être pas mauvais Non. pour la sélection qu'il soit là. Maintenant, je Très connais pas ses choix personnels. Je ne sais pas s'il va travailler dans un club ou aller dans une autre sélection ou ailleurs, mais je ne serais pas fou. Je pense qu'il y avait des schémas qu'elle allait parler à Morbillo, voir s'il veut rester. Je ne sais pas si c'était quelque chose d'authentique ou Ouais, il puis faisait ils ont de la déjà com, travaillé là. un peu ensemble. Là. Ça Ah dépend ouais, comment ouais, ça s'est fait. Ils ont travaillé tout à fait. ensemble en 2012 à Montréal. Puis ils se sont affrontés. Ouf, j'espère qu'ils sont bien serrés la main après le match. C'est un bon endroit pour on peut terminer la discussion. Sur Jesse Marsh, ce qui est sûr, gros été qui s'en vient, on va bien sûr en parler plus ici sur le bouclier canadien. Mais je veux pas prendre ce point Biello, peut-être s'il veut pas être sur l'équipe canadienne, le premier entraîneur-chef d'une équipe québécoise en CPL, ça lui va bien, peut-être Biello. Et puis j'aimerais juste aller là parce que bien sûr, t'as brassé à Saint-Laurent cette fin de Wow. la semaine dernière. C'était le premier match des quarts de finale en championnat canadien. Saint-Laurent qui accueille le grand Toronto FC, MLS contre Ligue 1 Québec. Un moment pour montrer qu'il y a du foot au Québec, il y a du support, il y a une atmosphère. Et c'était incroyable. 6400 personnes sont allées à Saint-Laurent. Ils sont sortis pour supporter l'équipe Saint-Laurent, Exactement. je veux dire, sur un mercredi soir. I mean, ça montre quoi, ça? C'est même plus que les joueurs qui sur le terrain qui étaient des guerriers. C'était un match très superbe à regarder de loin, mais vraiment l'atmosphère, le fait qu'il y a tant de partisans, tout d'un coup, la possibilité d'une équipe CanPL à Québec, ça certainement doit être aidé après un match comme ceci, non, Nilton? C'est sûr que oui. Puis ce qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'une franchise québécoise de CPL, on parle rarement de Montréal. On parle surtout de Laval, on parle de Québec, on parle de quelque part autre que Montréal. Et là, ce qu'on a eu, c'était pas une soirée. Au niveau température, c'était pas top. Là, pour avoir 6500 personnes, Il faisait où il y froid, avait. Moins une semaine de vente aussi. Il n'y avait pas genre 2-3 semaines pour vendre des billets. C'était 6 jours. Non. Et Alexandre, là, Sofiane et moi, on était là. Tu aurais dû voir le line-up pour rentrer là. C'était infini. Là. On avait l'impression que
tout le foot local montréalais s'était donné rendez-vous là pour supporter des amis, des adversaires. Tu sais, ils voulaient démontrer, c'était comme un peu l'origine de l'Impact de Montréal. Tu sais. Ouais. L'époque de la A-League au Centre Claude Robillard, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas connu ça. Mais moi, quand j'étais là, comme vieux, j'ai reconnu l'ancien Impact de Montréal. Il y avait cette ambiance-là où les kids avaient une opportunité semi-pro de jouer au foot, puis on retrouvait ça. Et la CPL à Montréal, entre autres, parce que ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner ailleurs qu'à Montréal, mais à Montréal, un club de CPL peut répondre à un besoin qui est moins bling-bling que la MLS. Mais que ça devient aussi intéressant. Parce qu'on a vu les gars sur le terrain, Alexandre, les gars n'avaient pas peur. Là. Ils jouaient quand même du foot, du street style, là, comme on avait fait la discussion avec Benny. Les gars, ils perdaient 3-0 puis ils essayaient des choses quand même. Ouais. Et la foule embarquait. C'était une très, très, très belle ambiance. S'il y a 2-3 investisseurs qui regardent ça puis qui hésitaient, ils se disent « Oh, peut-être que je pourrais embarquer avec quelqu'un d'autre. » Tu sais, on n'est pas obligé. Dans notre tête, on se demande tout le temps est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez riche pour une club de. Ben, ça peut être un groupe. Tu sais, on n'est pas obligé que ça soit une seule personne aussi. Ça peut être un groupe. J'espère que ça va allumer quelque chose au Québec pour la CPL. L'ambiance était. Il y avait de nostalgie parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui travaillaient pour Soccer Québec, qui travaille pour CA Saint-Laurent. Je pense qu'il y avait Nick DeSantis. Nick DeSantis, il est aussi. Il travaille pour le club dans la structure Mauro Biello était là. Mauro Biello, John Emniatis, Valérie Gazorla était là. On aurait dit, j'en feels like 93. On dirait 93. On dirait 95. Donc, référence au Canadien de Montréal. Mais honnêtement, ça faisait bizarre. Une nostalgie bizarre, mais parce que c'était, comme encore une fois, une machine à voyager à travers le temps. Puis, on a vu le potentiel. Je trouve que excellent travail des médias sociaux du club CA Saint-Laurent qui a vraiment bien boosté son image, des belles photos. Il avait les fumigènes partout, on les voyait, on les sentait. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Ce que vous avez vu à la télé, c'était encore 10 fois mieux en personne. C'était magnifique. C'était magnifique. Honnêtement, là, voilà, il y a un côté très émotionnel quand on voit ce match-là. Puis, sur le match lui-même, c'était pas mauvais. On se dit, ils auraient pu, 2-1, 3-1, on ne sait jamais. Mais le message est passé. Maintenant, c'est aux investisseurs puis à la Ligue, la CPL, de peut-être trouver quelque chose. Je trouve que ce serait un gâchis d'attendre un long cycle avant d'avoir une franchise CPL au Québec. Moi, je voyais la ville de Québec parce qu'il y avait un bassin de population énorme. Mais maintenant que je vois ce qui est arrivé dans le petit quartier de Cartierville, à Robillard, c'est pas mal. Tu mets une belle pelouse là-bas, là. Oui, ça, c'est sûr qu'il va falloir semer du gazon. Parce que ça, là, il était compliqué. Mais ça, c'est d'autres problèmes. C'est pas si important que ça. Parce que quand on voit le bassin des joueurs et tout ça, on dit, comme tu dis, là, ça sort de partout des joueurs, mais on en perd beaucoup quand il n'y en a pas ces marchés-là comme opportunité pour des carrières. Donc, pour le bien du foot canadien, on a besoin que ces marchés-là soient complets avec une franchise. Juste une deuxième question un peu sur ce point-là. Pour les gens qui connaissent Ligue 1 Québec ou PLSQ avant, genre ce type de support pour les équipes semi-pro, c'est pas nouveau. Je sais que Saint-Laurent en spécifique, ils ont des ultras, ils ont des supporters. Des fois, ils prennent 1000, 1500 personnes pour leur match semi-pro. C'est pas impossible de voir des scénarios comme ça. Juste peut-être une deuxième question sur ce point-là. On a vu un peu, OK, Saint-Laurent, il y a des gens en club, il y a des joueurs, il y a des supporters. Est-ce que peut-être pour rendre ça plus facile, une transition de prendre une équipe et le mettre en CPL, est-ce que tu prends juste Saint-Laurent, tu mets un investisseur, tu te préoccupes du côté pro? Bien sûr, ça aide. Forge, ils ont eu ce appui de Sigma avec Bobby Smirnoudis. Cavalry, ils ont eu appui de Calgary Foothills avec Wilden Jr. Est-ce que c'est réaliste avec Saint-Laurent? Et je dis ça juste parce qu'une grosse question, c'est 6500. Ils sont venus un mercredi soir. Combien du 6500 étaient là parce qu'ils veulent supporter Saint-Laurent? Combien ils étaient là parce qu'ils détestent Toronto FC? Ils sont là un peu pour passer l'affaire. Je dis juste, est-ce que tu penses que s'il y avait une équipe CPL, si c'était Saint-Laurent qui fait le jump avec un investisseur, est-ce que
ça serait réaliste d'avoir ce support-là? Est-ce que ça dit qu'est-ce que c'est un Ah, peu une grosse question. C'est Moi, tough. Ouais. je dirais oui quand même parce que j'ai vu le culture de foot à Québec. Je pense que quand même s'il y avait une équipe québécoise, genre Ouais. montréalaise, ça va Ouais. supporter. Mais juste parce que vous êtes là, j'aimerais un peu voir cette perspective-là. C'est- Je pense que c'est Est-ce possible. qu'on vise 6000 à 5 matchs? Je pense que c'est Non. hyper optimiste. Mais je pense qu'avec l'engouement local, les connexions proches du futur club CPL, c'est Saint-Laurent, version CPL par exemple, KMPL, Première Ligue canadienne, je pense que je ne veux pas dire un chiffre, 1000, 2000, 3000, je ne suis pas sûr. Mais je pense que tu peux avoir un sorte un fan club, là, un support local très très fort. Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens directs. Il n'y a pas la distance avec le club MLS. Il n'y a pas une certaine. Tu sais, tout recommence à zéro, mais il a déjà une base. Il y a toute une base culturelle. Parce que, tu sais, on va parler de ça après, mais tu sais, quand il y a une différence quand les gens qui n'auraient pas trop le self moral, mais vont venir pour voir Zlatan. Mais aussi vont venir pour voir l'équipe jouer contre Rotin FC pour un club de semi-pro. Donc, c'est une question de lien. Il y a un lien émotionnel et local que je pense ça peut donner genre. Je suis pas sûr quel est le minimum standard pour la Ligue. La première canadienne peut avoir en termes de nombre de supporters. Mais tu peux arriver, je pense que tu arrives dans les milliers. Je ne parle pas de 6000, là, mais si tu as un bon marketing et tu t'établis bien comme une vraie alternative à la MLS, je pense que tu peux avoir un succès commercial intéressant en termes de supporters. Moi, tu sais, un peu basé sur l'approche derrière Jesse Marsh, je pense qu'au Québec, il y a ce mouvement-là de vouloir supporter local. Puis il serait pas fou de penser qu'on pourrait avoir des billets de saison qui vont se vendre juste parce que on veut les supporter. Tu sais, je vais prendre Ouais. un exemple comme moi. Je serais prêt à avoir des billets de saison pour un club CPL à Montréal, même si je ne vais pas aller à tous les matchs parce que je veux que ça fonctionne. Ouais. Je pense qu'il y a cette volonté-là de dire, OK, on veut le développement. Parce que oui, tu ne veux pas à Montréal une certaine compétition, pas seulement avec l'autre club, mais Montréal, c'est un marché compétitif, comme York a eu de la misère avec le marché torontois, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir une franchise à York qu'avoir à Halifax. Donc, Exactement. pour Montréal, je pense qu'on peut viser cette approche-là de on supporte le foot local, parce que vendre des billets pour assister à des matchs, c'est probablement plus facile à faire ça à Québec. Mais c'est une vision différente, c'est une approche stratégique et marketing différente. Différent, ouais. Mais c'est l'étude de marché comme ça, on the fly, c'est un peu difficile. On va voir. Et puis, Mais l'émotion qu'on a ressentie au Complexe Sportif Robillard nous fait dire ça va marcher. Mais Alexandre, ça peut sérieusement, là, je l'ai tweeté pendant la semaine, je voulais juste être sûr, mais j'ai beaucoup plus de fun à ce match-là que j'ai du fun à Messi. Non, c'est vraiment, c'est pas fou. Genre, un des matchs préférés que j'ai vécu en tant que journaliste, c'était TSS Rovers Valor. Juste être là dans un moment avec voir les supporters, voir les joueurs. Certains, j'ai eu la chance de les connaître après ou avant, juste leurs histoires. Même chose à Saint-Laurent, on est parti tard, Sofiane et moi. Ils ont perdu 3-0. Moi, je les regardais prendre des photos avec les amis. J'étais sûr qu'ils avaient gagné 3-0. Ils faisaient la fête. C'était un moment. C'est juste, c'est spécial. C'est ça le foot, right? C'est ça le foot. Mais c'est bien que tu mentionnes le match Messi parce que je pense que c'est un endroit parfait un peu terminer l'épisode. Tu as mentionné supporter local. Je pense un peu cette expérience Messi. Là, c'était l'opposé. C'était vraiment le cirque. Il y avait tous les gens qui allaient. C'est bien sûr une discussion difficile parce que moi, je l'admets, Lionel Messi, genre, c'est un joueur. Bien sûr, moi, je peux seulement parler de ce que j'ai vu. C'est le meilleur joueur des temps ou certainement parmi les top 5. Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai payé 200 € pour le voir match de Champions League, demi-finale, Liverpool-Barcelone. Normal. Quand nous, ça vaut le coup. C'est pas cher, 200 €. C'est pas cher pour nous. Je compare les 500 $ que les gens payent pour voir un MLS. Alors, je comprends l'effet. Mais ce que je me demande, c'est la grosse question. Où est-ce que certainement pour les autres clubs, parce que c'est un moment difficile où Messi en MLS, tu veux vraiment utiliser le fait que les gens connaissent Messi. Genre les gens, c'est pas juste les supporters du foot. Tu demandes à des gens, il est à ce niveau-là où c'est des acteurs, c'est des présidents des républiques. Genre, c'est vraiment à ce niveau-là de popularité. Là, il faut l'utiliser, mais c'est un peu où la ligne là entre OK, Messi est là, il faut vraiment utiliser cet appui-là, mais aussi pas oublier que surtout à Montréal, il y a une
culture-là. C'est une équipe qui est là depuis 30 ans. Par exemple, samedi dans le match Montréal contre Inter Miami, il y a des joueurs québécois sur le terrain, il y a des joueurs canadiens, Ouais. il y a un projet local qui se fabrique. C'est difficile de le mettre en question, mais vraiment cette expérience-là, Ouais. ce qui est là déjà et ce que Hmm. Messi amène, où est-ce qu'on trouve cet équilibre-là entre... Je, je vais laisser Nathan répondre le côté stade, qui était au stade ce match-là. Mais un truc qu'on dit souvent en cursus péripérie, Alexandre, attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. C'est que, bon, on a eu ce débat à Montréal par rapport à Didier Drogba. Puis les gens ont eu du mal à comprendre beaucoup ou pas admettre que Didier Drogba est plus grand que le club. Je pense qu'il y a une certaine... C'est mon opinion. À ce moment-là, il était plus grand que le club. Puis il fallait s'adapter à plusieurs choses qui étaient autour de l'effet Drogba. Alors, Lionel Messi, je pense que si personne veut admettre que Lionel Messi est plus grand que la Ligue, je trouve qu'il met un peu la tête dans le sable. Et je ne dis pas que la Ligue est petite. C'est pour la MLS, c'est pour dire que Messi est énormissime. Je pense on le réalise, mais parce on a l'habitude avec la surconsommation, réseaux sociaux, les matchs, on voit tous 15 matchs par semaine, la Ligue des Champions, CanPL, ça n'arrête pas. Donc, on est un peu désensibilisé de tout ça, puis on en rappelle, ah oui, mais c'est Messi, c'est genre le GOAT de tous les GOAT, puis top 5, histoire du football jusqu'à l'éternité. Et je trouve qu'on oublie cet aspect-là, que ce joueur-là, il est hyper populaire, il est hyper énorme. Donc, c'est ça pour mettre en perspective. Maintenant que les gens ne sont pas contents, même les rencontres n'étaient pas contents, qu'il y ait des gens qui supportaient Messi ou supportaient Montréal quand ils avaient besoin de marquer un but pour égaliser. Je peux comprendre, mais il y a certaines naïvetés dans ses propos, certaines naïvetés dans d'autres qui disent que c'est pas bien. Pas naïveté, mais bon, une certaine... Voilà, moi je dirais, voilà, je ne retiens pas mes mots. Une certaine naïveté, que ce soit lié aux d'autres personnes, mais je peux comprendre. Mais c'est comme ça que je le vois par rapport à ça, Newton. Je te laisse. Tu étais au stade, à l'instar de moi. Moi, j'étais à Apple TV, j'étais bien. Au stade, c'est un peu énervant. Ça dépend de quel poussé, comment. Peut-être que je suis de la vieille école, mais avoir ce. Il y a toujours le débat entre du clubisme puis du joueurisme. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais les gens préfèrent aimer un joueur qu'aimer un club. Parfait. Je pensais naïvement qu'à Montréal, on était rendu ailleurs. Parce que Messi, oui, comme tu as dit, c'est peut-être le plus grand joueur au monde. Je ne dirais jamais ça dans une famille portugaise parce que je pourrais me faire tuer. Mais on est habitué de voir quand même des vedettes en MLS. Là. On a vu Beckham, on a vu Zlatan, on a vu Pirlo, on a vu Thierry Henry et on a vu Didier Drogba à Montréal. Je veux dire, pour moi, ça... Oui, je suis content de voir Messi en fin de carrière. Puis c'était pas son meilleur match, là. C'est peut-être son pire match qu'il y a eu cette saison à Montréal. J'étais content de le voir en personne, de voir cette légende-là. Mais crier Messi quand mon équipe perd 3-2, il reste 10 minutes à faire. Ma culture foot, elle est complètement chamboulée. Je comprends pas comment que les gens peuvent réfléchir comme ça. Oui, les gens peuvent acheter des billets pour voir ces stars-là, peuvent être contents, peuvent faire tout ce qu'ils veulent avant, après le match. Mais pendant le match, je trouve cette approche-là, je ne sais pas, c'est peut-être un clash de génération, mais je trouve ça un peu déplacé. Tu as trouvé le mot, clash culturel. La culture foot n'est pas unique. Elle existe, mais elle a différentes... C'est un portfolio, c'est un je trouve que c'est plus une culture foot, c'est culture star. C'est comme si on voyait Taylor Swift dans un concert des Rolling Stones. Ça n'a aucun sens. Là. C'est oublier pourquoi tu es là, puis là, tout d'un coup, tu te focuses sur un joueur au lieu de focuser pour certains. Certains n'ont pas oublié, ils ont payé cher pour Messi. D'autres beaucoup. sont venus pour d'autres expériences. Mais je comprends, mais c'est un clash de culture foot. La culture foot n'est pas unique, là, mais elle est très hétérogène, mais... C'est ça. Moi, je ne juge pas les fans. Je pense que les fans, ils ont tout le droit d'acheter le billet, regarder le match pour la raison qu'ils veulent. S'ils veulent regarder Messi, c'est une légende, c'est un magicien. Je ne blâme pas. C'est la raison que quand il joue ses matchs, je le mets sur la télé. Right? Je ne juge pas. Moi, c'est un peu ce qui me dérange, on va même dire, si c'est le bon mot. C'est juste le fait qu'il y a cette manie-là, Messi, et ça se perd un peu, c'est quoi le but. Par exemple, dans ce match, c'était moins like, c'est le CF Montréal, c'est contre le Messi Inter Miami, c'est un match de football, une vedette vient en ville à Montréal, mais il joue un match, il y a 3 points sur la ligne, ça devient vraiment
Messi en ville. Même les Ouais. médias sociaux montréalais, waouh, Messi est venu à notre ville. Et je pense que ça c'est un peu peur que c'est fait. Ouais. Messi vient, c'est quelque chose à célébrer, c'est quelque chose à prendre, mais ce que je trouve, ça devient un peu trop perdu dans le moment et ça oublie l'impact qui doit se passer, c'est quand Messi part, parce que Messi va pas être là pour tout le temps et à un certain point, il prend sa retraite ou il retourne en Argentine. Les gens qui viennent le voir, est-ce qu'ils vont avoir cette volonté à vouloir rester, regarder le produit? Est-ce qu'ils vont avoir cette... Et ce que j'aime pas, c'est un peu les histoires qui sont déjà là, se fait oublier. Ouais, ouais. Kansas, un club avec beaucoup d'histoire. Ils ont mis Arrowhead. C'était un match super de voir tout ce support-là. Mais Ouais. ça s'est un peu oublié. C'était vraiment Messi vient à Kansas. C'était moins Exactement. Messi vient à Kansas et joue contre une équipe avec beaucoup d'histoire, avec un club local qui a gagné à des trophées, etc. Et c'est ça ce qui C'est pas me... facile, mais avec ça, on est confronté à la réalité économique de la vie, là, incluant les ligues professionnelles. Messi n'est pas juste venu pour aider la MLS. La MLS n'est pas juste venue pour aider la culture foot nord-américaine. C'est du donnant-donnant, transfert monétaire. Il y a un côté culturel foot, je l'accepte jusqu'à un certain niveau, mais c'est une transaction, hein, comme d'autres transactions. Les transferts entre clubs, c'est des transactions financières. Mais, qui mais, décident- mais, c'est, mais c'est bien que ça soit comme ça parce que le message qu'on envoie aux autres stars, et tu sais, c'est bon pour la MLS. Là. Quand Sergio Ramos voit ça, il dit OK, en MLS, c'est le fun. Quand Olivier Giroud voit ça, il dit ah, cool, je vais aller me rejoindre Loris. Parce que c'est pour les joueurs, c'est Ouais. un bel endroit comme Ouais. expérience. Puis Tout à donc, fait. de l'autre côté de la médaille, si je m'oublie moi, je me dis, mais c'est tellement bon pour la MLS parce que Ouais. les joueurs vont préférer quitter plus rapidement l'Europe pour vivre cette expérience-là. Parce Tout à fait. qu'en MLS, même si tu joues pour la mauvaise équipe, tu vas être applaudi parce que tu es la star des 22 joueurs qui sont sur le terrain. Tout à fait. C'est ça la difficulté, right? Parce que moi, c'est énorme, Messi dans la ligue. Je suis très heureux qu'il soit là. Ouais, Il vient à Vancouver dans quelques semaines. Je suis super hâte de le voir jouer dans ce match-là. C'est juste, bien sûr, je suis curieux de voir parce que, bien sûr, l'effet Messi, les gens connaissent MLS. C'est pas un problème. C'est pas comme Beckham est venu, c'était vrai. Regarde, on est MLS. Les gens connaissent MLS. S'ils connaissent pas MLS, Ouais. ils connaissent pas le foot. So, Ouais. c'est plus cette histoire-là de look at me, look at me. Comment est-ce qu'on peut quand même grandir le bassin local parce qu'il y a des clubs, il y a Ouais. des clubs avec Mm. des histoires. Mais c'est une relation compliquée parce Mm. qu'il faut trouver cet équilibre-là entre le fait qu'un star vient, les gens veulent voir les stars, Mm. comment ça aide les équipes Exactement. locales. C'est une discussion qui peut se faire à Non, mais l'infini. Il n'y a pas de solution facile. ouais, c'est plus des divergences d'opinion. Puis nous, on a un peu de stress à Montréal parce que des gens ont acheté des bêtisons pour voir Messi. Maintenant, les prochains matchs à la maison, qui va au stade? On a hâte de voir. Est-ce que c'est 2000 personnes qui viennent pas? 2000, 5000, c'est juste 1000? On ne sait pas. Et ça, on se pose la question. On a hâte de voir les prochains matchs. Est-ce que les stades vont être remplis? Est-ce qu'on va pouvoir revendre leurs billets? Parce que je vous garantis, là, dans les différents messages Facebook, des billets se trimballent déjà. Donc, ils commencent déjà à se vendre. Donc, c'est aussi ça l'effet Messi à travers la MLS. C'est genre, ça va être intéressant de voir comment ça va marcher. C'est tout à fait ça. La vie continue. Right? Le foot continue. Il y a des matchs. Messi est venu à Ville. Ben, le prochain, il y a un match. C'est comme ça. Ça continue. Ici, sur le bouclier canadien, ça va bien sûr continuer dans le futur avec épisode numéro 4 très bientôt. Mais merci beaucoup pour tous qui sont passés pour épisode 3. Je pense quand même, les gars, c'était un gros épisode, beaucoup de grands sujets, des superbes entrevues. C'était top. Et puis, je vous remercie les deux, Nilton et Sofiane. Entre merci à toi. Tout le monde, prenez les écouteurs, faites une petite marche d'or. C'est un petit bout là pour notre épisode. 2 entrevues, des débats. Prenez votre temps là. Chargez bien votre téléphone. Et puis, prenez votre temps. Faire une longue petite marche. C'est un gros épisode. Merci Alexandre. Je me suis amusé comme d'habitude. Si vous avez aimé l'épisode, bien sûr, assurez-vous de laisser un like, laisser un commentaire, partager l'épisode. Tout ça, ça veut dire beaucoup pour nous trois. Bien sûr, le projet ici à One Soccer, on espère continuer le bouclier canadien. Ça fait un énorme plaisir d'être là avec Sofiane et Nilton et nos invités et de faire ces types de shows-là. C'est vraiment le fun. Et puis, on espère continuer en feu avec épisode 4. Mais pour tous ceux qui ont écouté épisode 3, on vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.